Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui encore, pas direct du tout, mais depuis La Haye, donc du sommet de l'OTAN, le deuxième jour. À l'issue du deuxième jour, je suis aujourd'hui avec Camille Grand, Distinguished Policy Fellow à l'ECFR, l'European Council on Foreign Relations, aussi ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN. Bonjour Camille. Bonjour Alexandre. Aujourd'hui, donc, on enregistre cette émission juste après la fin du sommet, après la conférence de presse, après la publication du communiqué, qui marque notamment, on reviendra dessus dans le détail, mais le grand truc, c'est les 5%. Mais peut-être avant, pour revenir sur ces 2 derniers jours, puisque là, on enregistre une fois que c'est clôturé, comment est-ce que vous avez senti ce sommet, puisque c'est pas votre premier, peut-être par rapport à d'autres ? Il y avait une certaine anxiété, il faut être franc. Il y avait plusieurs sujets sur la table, c'est-à-dire d'une part, est-ce que Trump serait intéressé, viendrait. Il y a eu débat pour savoir s'il serait vraiment là, notamment après le G8 dont il était parti plus tôt. Et donc il y a eu un gros effort pour organiser une chorégraphie qui lui convienne. C'est-à-dire d'abord un sommet court, une seule réunion de travail de 3 heures avec un dîner autour du roi des Pays-Bas. Il aime bien les têtes couronnées. Voilà. Et un message simple et clair autour des dépenses de défense qui allait dans son sens. Donc il y a eu un gros effort à la fois du secrétaire général Mark Rutte, mais aussi de l'ensemble des autres alliés pour organiser un sommet qui réponde à l'espoir de ne pas avoir un Trump qui dise des choses ou qui fasse des choses qui viennent miner l'OTAN à un moment où il y a la guerre en Europe, et puis c'était le premier sommet de Donald Trump réélu, donc c'était important que les choses partent sur un bon pied. Donc tout le monde était un peu fébrile et à la fin il semblerait qu'on ait évité la catastrophe. Il y a eu quand même, on peut dire, il me semble que tout était un peu en suspens quand même jusqu'à hier soir, jusqu'à l'arrivée de Donald Trump. Tout le monde était fébrile, les gens parlaient, mais ils parlaient pas trop. Il y avait l'ambassadeur américain qui disait on sait pas trop. Enfin bon, il y avait vraiment une grande incertitude parce que ce serait pas la première fois qu'il fait un coup d'éclat à un sommet de l'OTAN. Vous l'avez connu il y a quelques années, je crois que c'était en 2018. Est-ce qu'on peut dire quand même quelque chose là, ce qui est le grand truc de la journée, ça a été quand même autour de Mark Rutte, depuis hier, c'est-à-dire notamment le SMS d'abord de Mark Rutte qui a leaké, un SMS où il était vraiment très flagorneur envers Donald Trump, et il n'y a que Donald Trump qui peut l'avoir leaké, donc c'est forcément oui, comme ça. C'est lui qui l'a fait sur son réseau Truth Social, donc il n'y a pas aucun doute sur le fait que ce soit lui. Voilà, et ce qui est quelque chose à certains égards d'un peu humiliant, mais il semblerait qu'aujourd'hui il en ait remis une couche, puisqu'il y avait alors, je crois que c'était pendant le Conseil de l'Atlantique Nord, Donald Trump aurait encore comparé l'Iran et Israël à des enfants en train de se battre, ce qui en soi est déjà impossible, c'est déjà très très compliqué de concevoir les choses comme ça. Et Mark Rutte aurait réenchéri en disant sometimes daddy has to use a strong language. They're not going to be fighting each other. They've had it. They've had a big fight, like 2 kids in a schoolyard. They fight like hell. You can't stop them. Let them fight for about 2-3 minutes. Then it's easier to stop them. And then daddy has to sometimes use strong language. You have to use strong language. Every once in a while you have to use a certain word. Oui, c'est même arrivé publiquement, puisque c'était dans la petite conférence de presse qui précédait l'ouverture formelle des débats. Et donc, on a un Mark Rutte. Alors, c'est-à-dire appeler Donald Trump Daddy ou les États-Unis Daddy, c'est pas diplomatique, mais même en termes de conception, c'est problématique, quoi. Non, mais il y a un Mark Rutte. Et si je regarde les choses en comparant avec d'autres secrétaires généraux, qui fait le job d'un secrétaire général, c'est-à-dire on doit bien s'entendre avec tout le monde et en particulier avec les États-Unis pour s'assurer que tout se passe bien. Bon, jusque-là, rien à dire. Après, il a choisi comme tactique, qui a semblé marcher finalement, plutôt la flagornerie et une forme de génuflexion devant Donald Trump, en disant « Regardez, formidable, c'est grâce à vous, et d'ailleurs vos frappes sur l'Iran, elles sont formidables. » Il a encore refait à la conférence de presse, il y a quelques minutes, on enregistre ça vers 15h, il y a peut-être une demi-heure, il a encore dit « C'est incroyable, les États-Unis sont les seuls à pouvoir faire ça, les B2, etc. » Enfin bon, il y a un truc de...
Très service après-vente. Oui, et c'est important pour Trump, puisque Trump, et on l'a vu dans ses interventions publiques aujourd'hui, est surtout en train d'expliquer à la presse américaine que ces frappes en Iran ont été ultra efficaces, que tout a marché parfaitement, que le programme nucléaire est oblitéré, etc., etc. Donc d'une certaine manière, la route lui sert en quelque sorte approuver ce message en disant tout va bien. Formidable sur l'Iran, formidable sur l'augmentation des dépenses de défense. C'est un prix, voilà, chacun peut discuter. Moi, j'ai entendu des conseillers d'autres présidents ou premiers ministres m'expliquer qu'ils étaient en train de revoir la liste des SMS envoyés à Trump de peur qu'ils soient fuités par le président. C'est vrai que c'est pas très diplomatique de mettre sur un réseau social un SMS reçu du secrétaire général de l'OTAN de la part du président des États-Unis. Mais on est dans quelque chose qui est très typique de Trump et Rutte, d'une certaine manière, savait probablement ce qu'il faisait, en étant très engageant avec un Trump qui aime être flatté. On peut dire que le secret des correspondances et le secret des alcôves diplomatiques a déjà été rompu plein de fois. On peut se souvenir peut-être le documentaire sur l'ouverture de la guerre en Ukraine qui était centré sur le président Macron. À l'époque, c'était la PFUE, avec un certain nombre de discussions avec des chefs d'État, qui ensuite a été diffusé, et plein de chefs d'État de l'OTAN et d'ailleurs qui n'ont pas beaucoup apprécié que leur coup de fil particulier avec le président Macron soit fuité. Enfin bon, on peut dire qu'il y a toujours un jeu comme ça, et y compris, il n'y a pas que Trump qui fait fuiter ces choses-là. On est à l'âge des réseaux sociaux, à l'âge d'une forme de transparence qui est un peu inhabituelle pour les des diplomates dans mon genre, qu'on n'a pas l'habitude de ça. Après, ayant dit ça, il y a quand même un distinguo entre un président Macron qui fait un documentaire qui sort 6 mois après les événements pour mettre en scène la manière dont il a traité la crise ukrainienne et un président Trump qui envoie en direct le SMS reçu du secrétaire général de l'OTAN. Bon, si on passe aux choses peut-être un peu plus substantielles, même si c'est quand même très substantiel de savoir la position que prend Mark Rutte, et est-ce que c'est un peu le paratonnerre de tout le monde dans une certaine mesure? C'est aussi ça c'est aussi ça qui présente, c'est-à-dire il s'humilie pour que les autres aient pas trop à le faire dans une certaine mesure. Au-delà de ça, il y a un communiqué qui est sorti là il y a quelques minutes, qui est très marqué autour de ce truc central qui sont les 5%. Alors peut-être, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez? On sait que c'est l'obsession trumpienne, on reparlera dans l'épisode de demain de comment on est arrivé à ce chiffre, etc. Bon, peu importe, mais surtout la manière dont ce chiffre de 5% a fait son chemin parmi les alliés. On peut dire on est dans une planète un peu virtuelle pour l'instant, puisque si on est à la moitié, c'est déjà bien pour un certain nombre de pays. Comment est-ce que vous avez vu les différents alliés s'approprier progressivement ce chiffre, et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression que on est toujours dans du déclaratoire pour apaiser Trump et pour surtout éviter qu'il y ait une catastrophe là à La Haye, ou est-ce que vous pensez que ça fait son chemin quand même? Il faut être clair, ça fait son chemin. D'abord, tout de suite, un bémol, les 5%, c'est 3,5% de dépenses de défense et 1,5% de dépenses d'infrastructure, de cybersécurité, qui n'aurait pas été compté auparavant. Donc la question, c'est un passage de 2% en moyenne aujourd'hui à 3,5%. Donc la marche est haute, mais elle n'est pas délirante. Bon. Et par ailleurs, les investissements dans les infrastructures, que ce soit les infrastructures critiques, la cyber-résilience, etc., sont des investissements importants aussi, et donc c'est pas mal que ça existe. Voilà. Alors, si on vient à la réalité, en fait, les États sont dans un peu 4 groupes. Il y a ceux qui y sont déjà, les Polonais et les Baltes, il y a même au-delà, il y a ceux qui vont faire qui ont déjà planifié un très gros effort pour y arriver très vite, qui généralement n'ont pas de difficultés budgétaires et qui sont parfaitement conscients des enjeux de sécurité. On va trouver là-dedans les Nordiques, et c'est plus nouveau et c'est plus récent, également les Allemands, les Néerlandais et un certain nombre de pays d'Europe centrale. Ensuite, on a ceux qui sont convaincus et disent qu'ils n'ont pas d'objection à ce niveau de dépenses, mais qui sont confrontés à des difficultés budgétaires. Là, on aura les Français, les Britanniques, des pays comme la Grèce, quelques pays d'Europe centrale et orientale aussi, qui vont avoir du mal à y arriver, mais qui reconnaissent que l'objectif est
en tout cas en termes d'ordre de grandeur, légitime. Et puis après, il y a un gros groupe, peut-être d'un quart ou un tiers de l'Alliance, donc une petite dizaine de pays, qui se disent on verra bien où on en est en 2029, on va trouver dedans les pays qui sont pas encore à 2%, ou y arrivent tout juste et avec beaucoup d'efforts, et qui, pour certains, ont déjà exprimé des doutes sur cet objectif. L'Espagne est le cas le plus flagrant, puisque Pedro Sanchez a dit moi je pense que je peux y arriver avec 2,1% explicitement, mais y arriver, c'est-à-dire avoir les requirements de l'Alliance, c'est-à-dire dans les planifications, dans la répartition des charges, avoir globalement remplir la tâche qui leur est allouée. Voilà, remplir leur cible capacitaire. C'est franchement discutable, mais c'est le seul qui l'ait exprimé publiquement. On sait que des pays comme l'Italie, le Portugal, le Canada, la Belgique, pour qui le fait d'aller à 2% constitue déjà un effort significatif, sont sans doute assez contents qu'il y ait une sorte de clause de rendez-vous en 2029, et on verra où on en est, et peut-être qu'on révisera les cibles, etc., dans leur tête. Donc on a vraiment ces 4 groupes assez différents, mais la réalité des choses, c'est que les alliés dépensent beaucoup plus qu'en 2014 d'ores et déjà. C'est pratiquement plus de 200 milliards de plus qui sont dépensés par les alliés européens chaque année par rapport à 2014, on a des trajectoires haussières dans la plupart des pays, et dans certains cas des augmentations extraordinairement significatives. C'est le cas de l'Allemagne en particulier, qui a longtemps été dans les pays qui étaient pointés du doigt pour la faiblesse de leur effort de défense, plutôt vers 1% du PIB, et qui aujourd'hui est sur une trajectoire qui va les amener à 3, et c'est plus de 100 milliards par an que l'Allemagne va dépenser. Après, ça pose des vraies questions qui sont sur la capacité à transformer cet argent en capacité réellement, qui est quelque chose que vous connaissez bien, puisque c'était votre rôle comme secrétaire général adjoint. Et l'idée, c'est que c'est bien des dépenses, mais il faut aussi savoir dépenser. C'est pas évident quand c'est des pays qui font les choses au rabais ou qui font les choses à périmètre très restreint depuis maintenant des décennies, de ne pas investir à fond perdu. C'est un peu le problème avec cette barre des 3,5 ou des 5%, qui est un truc obnubilé, mais sans poser la question autant des capacités. Donc qu'est-ce que vous en pensez, disons, de la capacité de faire que cet argent soit savoir faire de la dépense de défense? La bonne nouvelle, c'est que ces 3,5% correspondent au calcul fait par Shape, et le général Cavoli, le SACEUR sortant, l'avait dit publiquement, comme étant l'argent nécessaire pour remplir les cibles capacitaires des alliés en moyenne. Donc tout ça n'est pas un chiffre totalement arbitraire, on lâche un chiffre, mais Cavoli avait dit 3,7%, donc on est dans l'épure. Maintenant, en pratique, évidemment, il y a 2 sujets. Il y a une question de capacité d'absorption, c'est-à-dire c'est bien d'acheter de refaire son inventaire d'avions, de chars, mais il faut aussi avoir les pilotes, les équipages, d'avoir les unités, l'entraînement, etc. Donc chaque pays va avoir un défi un peu variable suivant les pays, mais qui va être important. La deuxième chose, c'est aussi de trouver dans l'industrie la capacité à ce que tout ça soit livré en temps et en heure et rapidement. Donc, là où je suis assez optimiste, c'est que du fait des dividendes de la paix, on a beaucoup de pays qui ont sous-dépensé. Et je reprends l'exemple de l'Allemagne, c'est intéressant, les 100 milliards que Scholz avait alloués à la défense pendant sa mandature ont été en fait dépensés assez vite. La raison, c'est pas que cet argent a été jeté, versé comme de l'eau dans le désert, c'est parce qu'il y avait tellement de besoins ici ou là, de décisions qui avaient été retardées, de capacités en sous-emploi critique, de manque de pièces détachées, de stock de munitions, qu'en réalité, si je parle de manière un peu crue, claquer 100 milliards était assez facile. Donc on est encore un peu dans ce moment-là. C'est-à-dire qu'on voit bien que les Européens, si on prend des capacités critiques, on a beaucoup parlé de défense antimissile par exemple, si on se met à faire cette augmentation de 400% des besoins en défense aérienne, défense antimissile, on a des dépenses importantes sur un domaine critique qui vont aller assez vite. Donc je pense que cet argent va être dépensé de manière
globalement utile. Après, il faut rentrer vraiment dans le détail, un peu presque pays par pays, pour dire quel pays risque d'avoir un problème de manpower par rapport à ce qu'il achète, quel pays va surtout avoir un problème d'absorber des technologies nouvelles, est-ce qu'on va les mettre sur les bons sujets? Et là, il y a quand même un problème avec ce qui s'est passé à La Haye, qui est que, au fond, l'éléphant dans la pièce, c'était pas Trump, c'est le fait que les Américains ont annoncé une réduction de leur posture de force en Europe, mais qu'on n'en connaît pas exactement les contours, et que donc en termes de priorité, ça peut changer un peu les choses. Si on a un retrait américain très significatif qui est annoncé avant la fin de l'année, on peut avoir besoin de plus de forces de combat ou de plus d'enablers suivant un peu ce modèle-là. Et donc ça, c'est une conversation à venir qui est, à mon avis, presque aussi importante que l'intention déclarée de dépenser plus, qui est, je pense, honnête de la part des 2/3 des alliés et va être compliqué à mettre en œuvre pour une petite moitié d'entre eux. Mais en tout cas, c'est pas aberrant d'avoir ce niveau de dépenses. Et enfin, peut-être dernier point, c'est évidemment la question qui a été un peu mise sur le côté, c'est l'Ukraine, parce que entre l'Iran, Israël et l'inquiétude assez frénétique autour de Donald Trump, l'article 5, etc., qu'il a encore réalimenté en montant dans l'avion en disant l'article 5, je sais pas, etc. Alors là, à la conférence de presse, il aurait dit quelque chose de plutôt plus rassurant que ça, en disant si je suis là, c'est que j'y crois. Bon, il n'y a toujours pas la déclaration formelle que les gens attendent vraiment, mais bon, peu importe. Mais sur l'Ukraine, c'est entre la présence, non-présence de Zelensky, etc., ça a été tout un petit psychodrame. Là, dans le communiqué final, il y a quand même un passage sur l'Ukraine qui est bien, qui est, je cite en français, donc conscient que la sécurité de l'Ukraine contribue à leur propre sécurité, les Alliés réaffirment qu'ils soutiendront ce pays dans la durée, ainsi qu'ils s'y sont engagés souverainement. Dans cet esprit, les aides qui concourent directement à la défense de l'Ukraine et au développement de son industrie de défense entreront dans le calcul de dépenses de défense des Alliés. Ça veut dire que l'aide à l'Ukraine, ça rentre dans les 5%, ce qui est plutôt une bonne nouvelle du point de vue ukrainien, même du point de vue français, disons des Alliés, ce qui veut dire que... ce qui veut dire que Trump a signé ça. Ouais. Après, il faut savoir à quel point Donald Trump se sent lié par les choses qu'il signe au sommet de l'OTAN, mais en tout cas, c'est... agréé par les États-Unis, et à ce titre, c'est la déclaration des chefs d'État et de gouvernement. Donc, en tout cas, c'est opposable, même si on sait que Trump ne prête pas une attention particulière à ce type de papier. Mais, ayant dit ça, quand même, moi, dans le communiqué, j'étais agréablement surpris par deux choses. C'est une référence explicite à la Russie comme menace de long terme. Et ça, c'était important parce qu'il y a eu tout un débat pour le fait que la stratégie Russie de l'OTAN avait été un peu mise de côté. Donc là, au Kremlin, on a sans doute dû reboucher un peu les bouteilles de champagne parce que une mention explicite de la Russie comme menace à long terme, c'est quelque chose qui était important pour les alliés européens, mais c'était pas évident que Trump, qui dans d'autres contextes diplomatiques a plutôt minimisé en tout cas l'agression russe contre l'Ukraine, etc., le veulent bien signer. Et deuxièmement, effectivement, sur l'Ukraine, un message assez clair sur le fait que la sécurité de l'Ukraine était liée à la sécurité européenne et qu'on continuait à aider l'Ukraine et que ce serait même intégré dans nos dépenses. Donc ça, c'est des choses qui sont positives. Après, il est clair que l'enjeu pour Zelensky en venant ici, c'était surtout d'empêcher que l'Ukraine disparaisse de l'agenda de l'OTAN, d'une part, et d'autre part, qu'on ait un effet de retour en arrière trop massif par rapport avec ce qui avait été agréé au sommet de Washington et au sommet de Vilnius, c'est-à-dire l'idée que l'Ukraine a vocation à se rapprocher de l'OTAN. Et là, il n'y a pas eu, de la part de Trump, ni une déclaration pour dire l'Ukraine n'a pas vocation à entrer dans l'OTAN, ni quelque chose qui fasse disparaître l'Ukraine de la déclaration finale du sommet. Donc ça, c'est des choses qui sont plutôt positives, vues des Ukrainiens et vues des Européens qui se sont préoccupés par ce qui se passe en Ukraine. Sur l'article 5... c'est également dans la déclaration avec les bons mots, indéfectibles, etc. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très clair. Et c'est pas mal que Trump, à la question directe, en sortant, mais à l'article 5 alors, dise « j'y crois, sinon je ne serais pas là ».
on n'est pas encore dans il n'a pas repris le langage de la déclaration finale. Il ne dit pas mon attachement indéfectible, etc. Mais on a quelque chose qui ne vient pas, contrairement à sa déclaration un peu ambiguë avant de monter dans l'avion, miner le sujet. Je veux dire, il a fait une déclaration un poil ambiguë qui est on ne sait pas trop ce que c'est que l'article 5, il y a plusieurs interprétations. Ce qui d'ailleurs est techniquement vrai, techniquement vrai, indiscutable, mais qui évidemment a créé ici un petit moment de flottement en se disant oula, est-ce que les interprétations. Est-ce qu'il vient pas pour détruire l'article 5 ? Voilà, est-ce que s'il nous donne son interprétation, mais là, en sortant, il dit j'y suis très attaché et sinon je serais pas là. Donc on peut dire que la mission de ce point de vue-là est remplie. Est-ce que les Alliés sont totalement rassurés par un Donald Trump après une séquence de sueur froide, etc. Évidemment non. On a des Alliés qui s'interrogent sur ce que va être l'ampleur, la robustesse de l'engagement américain. On voit bien que l'Europe n'est de moins en moins un théâtre prioritaire. Les États-Unis, on le sait, pivotent vers l'Indo-Pacifique, mais on l'a vu avec les frappes en Iran, s'intéressent considérablement au Moyen-Orient. Donc quand ils vont faire leur First Posture Review, je pense que le patron de CENTCOM ou le patron d'Indo-PACOM vont dire au patron de EUCOM, si on doit couper de la présence au-delà des mers, ce sera plutôt en Europe que sur nos théâtres à nous. Donc on voit bien qu'il va y avoir là une discussion compliquée. Donc en quelque sorte l'essentiel est sauf, mais ensuite ça va être les arbitrages qui vont être dans les semaines et les mois qui viennent, qui vont mesurer, disons, l'impact la prévalence de l'engagement américain en Europe. Moi, ce que je crois, c'est que ce sommet a évité une trajectoire de collision qui aurait pu arriver autour de beaucoup de sujets. Les frappes en Iran auraient continué, on aurait pu avoir un clash avec des différences fortes entre Européens et Américains, on aurait pu avoir un clash avec Zelensky, Il y a toutes sortes de scénarios noirs qui étaient dans la tête des gens qui préparaient ce sommet qui ne sont pas arrivés, donc on est d'une certaine manière avec une OTAN plutôt rassurée et rassérénée là-dessus. Après, il faut être clair, les tendances de fond qu'incarne cette administration Trump, c'est-à-dire une Amérique qui sera moins présente en Europe, des Européens qui doivent être beaucoup plus responsables de leur sécurité, n'ont pas disparu et ne vont pas disparaître. Donc on est dans quelque chose où le sommet est pour moi plutôt le début plutôt positif d'une conversation sur la suite, qui part sur des bases assez saines, plutôt qu'un aboutissement et champagne au siège de l'OTAN à Bruxelles, les Américains sont là, tout va bien, on continue comme avant. Je crois qu'on ne continue pas comme avant. Des Européens qui dépensent 3,5 points de PIB, 5% en comptant large, qui sont avec un message des Américains en disant vous êtes davantage responsable de votre sécurité, c'est un message qui demeure et qui n'a pas disparu parce que ça s'est pas trop mal passé ou même plutôt bien passé à La Haye. Merci beaucoup Camille Grand. Merci. Je vais rappeler, donc c'est le dernier épisode que j'enregistre dans l'ordre, mais demain je diffuserai l'épisode du Casque et la Plume qu'on a enregistré à La Haye, donc avec Rim Momtaz, Olivier Schmitt et Elie Tenenbaum, où on revient sur tout ça et encore plus de choses. C'est un épisode d'une heure assez long, où on reparle, il y a plein de points communs avec ce dont on a parlé aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Alexandre.